consultation qui trouve à se loger très facilement après celle de Renaud Etier. D'ailleurs, il y a eu une modification de notre programme pour que du coup il y ait cette possibilité d'intervenir après lui, avec tout un abord, on va dire, psychosocial, avec des réponses de bon sens, des réponses essentiellement éducatives. Moi, je m'intéressais à la question depuis l'antre de mon cabinet et je vais interroger le normal du pathologique et je vais davantage partir du terrain, le terrain de mes consultations, mais également celui du vécu des parents et des adolescents qui me sont confiés pour des consultations qui ne sont pas donc nécessairement autour des écrans. Je ne suis absolument pas spécialisée dans le domaine. Voilà, donc je vais faire un effort de gymnastique entre ce pourquoi les parents consultent, mais également ce qui m'est donné à traiter autre que les écrans, mais qui se voient parasités, pollués, ou en tout cas qui se voient interagir avec l'autre problématique qui est celle du numérique. J'ai l'impression qu'au niveau du son, c'est pas extraordinaire, si ça va. Voilà. Alors, au cabinet, ça fait maintenant donc une quinzaine d'années, j'ai vu évoluer en fait l'arrivée des parents qui viennent pour une consultation qui peut être, donc je vous dis, très très éloignée des écrans. Un exemple, des parents qui viennent consulter pour un de leurs enfants, mais qui ont avec eux un plus petit. Voilà, ils peuvent venir à plusieurs. Il y a encore quelque temps, l'enfant, donc le bébé ou l'enfant d'1 an, 18 mois, 2 ans, même 3 ans, des fois même 5 ans, avait un doudou. Aujourd'hui, il a un téléphone portable entre les mains. Les enfants qui venaient et qui n'étaient pas concernés directement par la consultation pouvaient aller jouer. J'ai un coin avec des duplos. Ils n'y vont plus. Généralement, ils rentrent, ils ont déjà quelque chose entre les mains que leur a confié les parents dans la salle d'attente pour qu'ils soient sages. Il m'arrive de sortir, enfin il y a toujours feuilles et crayons, donc il m'arrive de sortir d'autres matériels d'ailleurs, des puzzles, etc. Quand l'enfant ne prend pas les crayons et la feuille, c'est-à-dire que de plus en plus la feuille reste blanche, donc je sors d'autres choses, j'essaye d'être force de proposition, mais rapidement l'enfant va dans le sac de la maman récupérer sa DS, sa Switch ou le téléphone du parent, parce que ça peut être des enfants très jeunes. Voilà, donc avant je disais non mais un téléphone ça sert à téléphoner, donc tu me reposes ça s'il te plaît. Voilà, maintenant je ne peux même plus puisque les téléphones ne servent plus du tout seulement qu'à ça. Voilà, après il m'arrivait aussi d'intervenir sur le fait que l'enfant fasse intrusion dans le sac de la mère, dans l'intimité de la mère. Voilà, donc parfois l'objet de la consultation initiale se voyait éloigné par d'autres préoccupations qui étaient effectivement celles de ces enfants qui semblaient intéressés davantage par les écrans que par ce qui se jouait dans l'ici et maintenant. Alors le fait est, les parents étaient parfois même un peu étonnés de mes réactions. Alors c'est vrai que c'est plus facile de parler dans le calme avec les parents, mais je crois que je préférais le bruit des Legos. J'ai retiré les jeux sonores dans mon cabinet, donc il vaut mieux effectivement avoir un entretien avec des enfants vivants qui bougent et qui font du bruit, qui nous dérangent, mais pour des bonnes raisons souvent, et puis de leur apprendre à se taire, à attendre leur tour, etc. Plutôt qu'effectivement être dans cet évitement interactionnel. Effectivement, non, du coup, nous n'avons pas à nous occuper d'eux. Et cette recherche en fait de relations aconflictuelles peut correspondre également à ce que les parents n'avaient pas nécessairement envie de montrer ici et maintenant leur difficulté à cadrer ou à poser des limites à un enfant pour lequel ils ne consultaient même pas. Vous voyez, quand il s'agissait d'un autre enfant. Donc là, j'ai mis des petites images à côté parce que
à un moment donné, en fait, de la quiétude, de la tranquillité, dont les parents finalement ont quand même bien contribué, on va arriver à une autre forme de consultation qui va être celle effectivement de qu'est-ce que ça nous inquiète, notre enfant qui toujours passe son temps sur la télé, sur les jeux, et sur une même consultation, parfois on passait d'une demande à une autre, puisque l'inquiétude est aussi relayée par les médias, avec notamment le questionnement de l'addiction. S'agit-il d'une simple attraction, d'une passion un peu envahissante, ou d'une addiction? Les accros aux jeux vidéo sont-ils malades? C'est vraiment quelque chose qui pollue nos réseaux et notre propre connectivité à nous au plan numérique. Et s'ils sont malades, ils sont malades de quoi? Et faut-il un diagnostic? Alors, les jeux vidéo ne sont pas malades en soi. Hein. L'école n'est pas malade en soi. Quoique, enfin, on pourra s'interroger. En tout cas, est-ce que ça peut créer du pathologique? Alors, l'OMS s'est penchée sur la question avec, dans la classification donc internationale des maladies, 11e version, en 2018, on a les troubles du jeu vidéo qui ont été ajoutés aux troubles dus à un comportement de dépendance. Alors, il faut savoir que c'est une rubrique qui recense donc les addictions aux drogues, à l'alcool, aux jeux d'argent. On n'imaginerait pas effectivement dans mon cabinet une maman donner une seringue ou donner une cigarette à un enfant. Par contre, elle va effectivement lui donner son portable. Donc là, on se dit quand même, ça relève pas de ça. Si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de la dépendance? Quels seraient donc les signes pathologiques? Alors, ce sont des signes en fait d'alerte de la dépendance et non des conséquences de la pratique des troubles associés qu'on a répertoriés, nosographiés. Alors, on va avoir une perte de contrôle quant à la fréquence, l'intensité, la durée du jeu. Donc, on est sur un critère quantitatif. On va avoir une priorité croissante donnée au jeu au détriment d'autres centres d'intérêt et d'activité quotidienne. Donc, on est sur un critère qualitatif, c'est-à-dire qu'un resserrement du champ sur le numérique. Et on va voir la persistance de l'activité ou, pire, l'augmentation du jeu malgré l'apparition de conséquences négatives avec l'affection de la vie personnelle, sociale, scolaire. J'ai l'impression qu'il y a un petit bout qui est grignoté en fait avec le fauteuil. Voilà. Donc, hop. On est donc sur... j'aurais pu rester sur la celle d'avant. On est sur la qualification du trouble avec la persistance. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit que ça dure dans le temps. Donc, on est sur un envahissement quantitatif, qualitatif et qui perdure. Alors, s'il s'agit de maladie, quand consulter un psy? Alors, d'une façon générale, on va voir un psy quand ça devient handicapant, invalidant. En fait, le pathologique est une caricature du normal. Alors, quant au quantitatif, voilà, on va être sur l'envahissement de l'espace personnel. Le qualitatif, on est donc sur la réduction de l'espace des possibles au plan psychique. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la motivation ou l'envie ou l'idée de faire quelque chose d'autre que ça. Mais du point de vue de qui? C'est-à-dire qu'en fait, cette pratique abusive, cette pratique invasive, le fait de quantifier, de qualifier que c'est pathologique, c'est du point de vue de qui? Alors, du côté du joueur, on peut le retrouver. Alors, autant vous dire que c'est davantage du côté de la famille, hein, mais du côté du joueur, on peut le retrouver. C'est pas la majorité de mes consultations. Avec la notion de toute puissance qui va à un moment donné leur poser souci. C'est-à-dire que... ils se rendent compte que ça les rend quand même un peu fous, un peu forts, que ça les excite. Il va y avoir quand même une espèce de vigilance. Ils y ont quelque chose effectivement qui est presque de la perte de contrôle dans la toute-puissance. Et puis un sentiment d'emprise. Effectivement, ils vont avoir l'impression à un moment donné, notamment quand on leur retire la console, que c'est absolument abominable. Ils se sentent dépossédés. L'entourage, on va être sur le sentiment d'exclusion. Voilà, il est plus avec nous, il est accaparé, on n'arrive plus à le cerner, à le comprendre, il nous échappe. Et puis sentiment d'impuissance, on n'arrive pas du tout à cadrer ce qui se joue. Et évidemment, on a la persistance et la résistance, ce qui permet de parler donc de troubles.
Voilà, donc on est dans, en tout cas, une forme non pas d'addiction, mais d'attachement aux écrans, et ça relève de la symptomatologie de la séparation. Au moment, en fait, la problématique, c'est souvent quand on doit se séparer d'eux. Alors, qui consulte là pour le coup pour les écrans, enfin pour la problématique des écrans. Alors majoritairement, alors, ça, pas du tout scientifique. C'est ensuite ma collègue Maude qui aura un discours certainement plus, enfin, qui travaille et qui propose quelque chose qui relève de la recherche. Moi, c'est simplement des données probantes recueil. Je vous confie ma pratique du quotidien. Donc majoritairement, donc ce sont les parents qui sont dépassés et inquiets, qui vont consulter. Ensuite, des enfants intellectuellement précoces. De fait, de par ma spécialité, c'est vrai que c'est quand même beaucoup des enfants précoces qui vont du coup parler des écrans avec une prise de conscience du rôle joué et parfois du rôle bénéfique, du rôle positif. Se sentir meilleur à un endroit qu'à un autre, sur les jeux qu'à l'école, sans pour autant délaisser l'école, parfois, mais bon, parfois si, et ça devient problématique. Une prise de conscience également du besoin de ces sensations-là pour se sentir exister ou vivre, du besoin également de court-circuiter leur pensée avec les jeux, parfois des difficultés en termes de compétences sociales qui peuvent être aussi facilitées par les jeux en ligne. Des consultations d'adolescentes concernant le cyberharcèlement. Je développerai tout à l'heure cet après-midi ce point. Et puis des adolescents lambda en crise qui viennent raconter leur crise et leurs difficultés familiales. Et au cœur de la discussion, évidemment, il est question des écrans. Et puis des pères qui, suite à une thérapie de couple, se rendent compte que il vaudrait peut-être mieux se séparer de certains jeux, vaut mieux se séparer de Fortnite que de divorcer de sa femme. Voilà, donc on a aussi des consultations adultes qui ne sont pas que celles des parents pour leurs enfants, mais d'adultes pour eux-mêmes, ou en tout cas pour la vie de famille. Alors, quels sont les motifs de consultation par rapport aux écrans? On en a un grand nombre. Alors, du côté des enfants, ça va être essentiellement des revendications. Ils m'ont pris ma console, voilà, donc avec un sentiment de dépossession, la conception d'un dû, donc ce à quoi je vais moi assez naturellement répondre, en fait, tu ne l'as que parce que tes parents te l'ont donné, et puis enfin il y a d'autres personnes qui en ont pas, et puis moi-même j'en avais pas, voilà, et puis ça ouvre la discussion, c'est assez intéressant, ça ouvre aussi au dessin, puisqu'à un moment donné, on va dessiner toutes tes revendications, on va dessiner aussi tout ce que tu as eu à ton anniversaire dernier ou à ton Noël dernier, c'est terrible, les listes sont beaucoup moins longues, voilà. On n'a plus tellement les mêmes jeux. Un autre petit item. J'ai le droit de jouer. Ils peuvent pas m'empêcher. Alors effectivement, ce à quoi je vais pouvoir répondre par exemple, tu as effectivement le droit et même le besoin de jouer. C'est très important et indispensable de jouer, mais tu peux jouer à autre chose. Voilà. Et à quoi joues-tu? Et là, à nouveau, on va être sur l'ouverture du champ des possibles, avec un grand appauvrissement et effectivement une grande misère des activités. Du côté des parents, qui vont consulter pour leur enfant, mais aussi pour eux-mêmes. On va avoir comme motif de consultation en première instance. Alors, c'est pas forcément linéaire. Certains items rejoignent d'autres, mais voilà, un peu pêle-mêle comme ça. On va avoir une diminution des résultats scolaires qui va conduire à la consultation. Parfois même une désertion de l'école. L'enfant a du mal à se réveiller, donc il n'y va plus. Voilà, donc un absentéisme. Autre raison, l'opposition, la désobéissance, des parents qui viennent en disant en fait voilà, j'arrive plus du tout à gérer, j'arrive plus du tout à cadrer mon enfant fait n'importe quoi, ils pensent même que voilà, leur enfant a des troubles du comportement, peut-être même un trouble de l'opposition, etc. L'arrêt des activités de loisirs, des parents qui sont inquiets, voilà, il a arrêté la gym, il a arrêté ceci, il a arrêté cela, il sort plus, avec donc un rétrécissement des intérêts. Il veut plus venir avec nous au musée, il préfère rester. Quand on va au musée, il reste dans la voiture, il va jouer avec sa tablette au lieu de venir avec nous, etc. Détresse psychologique donc de l'environnement qui se voit en souffrance face à ces nouvelles réalités. Et les questions abordées, ça va être effectivement comment on gère les écrans, les conflits occasionnés, mais même au plan de la fratrie, comment on cohabite familialement avec les écrans. Plus rarement l'embonpoint. Donc des enfants qui se sédentarisent et qui grossissent. Dépression, déréalisation, dépersonnalisation. Là, on est vraiment plus dans le champ du pathologique. Endettement. Oui, des enfants qui en fait ont acheté en ligne des choses. En fait, ils s'achètent des vies. Je ne savais pas que la vie était
à ce point possible d'être monnayé, voilà. Donc, mais c'est une question de vie ou de mort en fait. L'enfant est obligé en fait d'utiliser la carte bancaire des parents ou voilà pour se racheter des vies. Le déficit de sommeil, ça rejoint un petit peu la diminution des résultats scolaires. Et puis, évidemment, la liste, elle est non exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres. Je reprends 3 points. Le désinvestissement scolaire. Moi, j'encourage qu'il y ait un espace de valorisation autre, effectivement, que celui de l'école, en règle générale. Et le fait est, c'est que les écrans est un espace de valorisation en soi, voire de toute puissance. La réussite au jeu, elle est nécessairement supérieure à celle de la réussite scolaire. On peut tâtonner, s'essayer, on risque pas grand-chose, on va pas être noté à la fin. C'est toujours très récompensant, il y a toujours possibilité de recommencer une partie, il y a des niveaux, enfin c'est très très bien fait. Hein, les jeux vidéo ont été inventés, entre autres, avec la contribution de psychologues qui connaissent très très bien les rouages neuropsychologiques des enfants pour mettre en route tout le système amygdalien, tout le système de la récompense. Du coup, quand un enfant ne se sent pas en réussite, par exemple scolairement ou dans une activité sportive, attention, proposons-lui autre chose plutôt qu'il ne trouve cette sphère de valorisation au travers des jeux. Donc, introduire de nouveaux espaces de valorisation pour gagner en estime de soi, en confiance en soi. L'opposition, donc c'était un des points aussi majoritairement rencontrés. On trouve finalement quelque chose qui est assez amusant au niveau du non. On a moins du non du côté des parents que du côté de l'enfant, en fait. C'est l'enfant qui va dire non, tu ne me prends pas mon portable, non, tu n'as pas le droit de m'empêcher de, non, enfin voilà, avec un retour à la case des 2 ans, avec une phase d'opposition assez étonnante et une grande difficulté pour les parents de poser leur propre non. Alors en même temps, il n'y a rien d'inquiétant au moment de la crise de l'adolescence pour cette problématique de jeu sur cette période-là de l'adolescence. Ça peut même presque un champ transitoire que le champ des écrans, c'est-à-dire que ça peut devenir un espace intermédiaire du mauvais objet. C'est-à-dire que finalement, le parent va même penser que c'est pas son enfant qui est en opposition ou en détachement de lui-même, mais que la problématique détachement, elle concerne l'écran. Voilà, l'écran vient faire justement écran entre le parent et l'enfant à un moment où l'enfant est censé s'émanciper, grandir, s'opposer au plan identitaire. Donc ça se rejoue d'une toute autre façon. Alors je mets quand même en garde sur le non arbitraire, c'est-à-dire que le à table, il faut effectivement s'arrêter en plein milieu d'une partie, c'est forcément agaçant. On y reviendra après dans les détails, mais voilà, il y a une façon de construire le non, de rendre, de donner du sens au non. Et puis, évidemment, je vais traiter des bénéfices d'un oui négocié contractualisé avec l'enfant. Oui, bien évidemment que tu peux jouer aux écrans. Oui, évidemment, tu peux avoir un portable. Oui, évidemment, tu peux t'inscrire alors que tu as à peine 13 ans sur Facebook. Oui, évidemment, tu peux être sur Instagram. Mais par contre, je vais peut-être être ton ami aussi sur Facebook. Enfin voilà. Bon là, on reprendra ça cet après-midi. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être négociées et du coup, l'enfant est engagé dans le respect du cadre. Quand même, pour mes mots, on se rappelle la non-maturité de l'enfant au plan décisionnel. Donc c'est effectivement aux parents de décider, mais cette décision, elle peut être celle de donner les moyens à l'enfant de se responsabiliser à minima et de décider sous couvert des conseils et du dialogue mis en route avec la famille. La déréliction. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui, je l'ai pas mis d'ailleurs dans la slide où je donnais les différents éléments de consultation. Mais ça me permettait un petit peu de synthétiser. Ça va être la perte de la notion de durée, l'envahissement temporel, la perte de l'ordre des priorités. Et là, vraiment, le conseil, ça va être de structurer l'espace, le temps, les lieux, les créneaux autorisés et interdits. Des choses qui ont été effectivement abordées aussi par Renaud tout à l'heure. Donc, apporter cadre et protection à la pratique pour que le parent n'ait pas l'impression que l'enfant fait tout ce qu'il veut comme un enfant roi, mais qu'il décide et choisit en fonction d'un certain nombre de repères donnés.
C'est vrai qu'avec la Switch, par exemple, l'enfant peut jouer n'importe où, n'importe quand, mais en même temps être coupé n'importe quand, n'importe comment par le portable de ses propres parents qui peuvent couper la Switch. Donc vous voyez, on a des systèmes comme ça où à la fois ça envahit l'espace, mais l'enfant peut être aussi coupé à tout moment. Si ça n'a pas été contractualisé, décidé, c'est assez frustrant et castrant. Voilà. Alors toutes ces réflexions autour de la problématique des écrans, en termes de concept, de façon un peu globale, pas que le portable. Alors le portable j'aime bien parce que portable, enfin pour moi voilà, importance, portance, ça ramène à des choses du tout petit, à la théorie de l'attachement dont nous a un peu parlé Renaud tout à l'heure, et s'interroge effectivement sur le trouble de l'attachement, le trouble de l'adaptation, davantage que le trouble de la dépendance, qui serait l'équivalent de l'addiction. Alors, on m'a dit que j'avais plus beaucoup de temps, donc voilà. Donc une problématique d'attachement, eh bien oui, il se joue quelque chose de cet ordre-là. Alors problématique et non pas nécessairement pathologie, c'est-à-dire que les enfants dans leur dessin vont effectivement pouvoir me représenter un nounours doudou ou me mettre un portable dans leur lit comme étant un doudou. Il me reste 5 minutes. Donc la question de l'attachement, ça va être aussi celle donc de la séparation. Émancipation, autonomisation d'avec ses parents, pas d'avec les écrans. Vous voyez le parallèle, mais également la séparation du coup d'avec cet objet transitionnel, cet objet intermédiaire que vont être les écrans. Et donc son corollaire, l'angoisse de séparation, avec l'exposition à la frustration et au manque, qui peut renvoyer au fantasme de castration. Donc la théorie de l'attachement, juste pour faire une petite parenthèse, en fait, on ne peut pas fonctionner sans attache. Et on peut s'interroger sur pourquoi les enfants s'attachent à ce point à ce monde numérique. C'est peut-être en remplacement d'une humanité ou d'un monde affectif qui serait en appauvrissement. En tout cas, la recherche de contact, la tendance affiliative de l'être humain est telle que dans les expériences d'Arlo, les bébés préfèrent aller vers un substitut maternel qui sent la mère, qui porte comme la mère, qui apporte confort et sécurité, plutôt que d'aller vers le biberon, d'aller se nourrir. C'est-à-dire que en termes de besoins primaires, le besoin d'attachement est prioritaire à celui de survivre et de manger. Donc, je rappelle juste qu'au démarrage, on est vraiment dans la fusion et la séparation. Juste comme ça, on se rappelle la petite photo qui inquiète, sur la quiétude et l'inquiétude de tout à l'heure où on avait une maman qui avait un porte-smartphone. Là, on a effectivement une gravure avec un enfant au sein. L'enfant va devoir en fait se détacher. Et pour qu'il puisse se détacher et explorer le monde, il faut qu'il ait déjà une bonne base sécure et des capacités à s'attacher de façon non massive, non abusive à une chose, mais avoir des capacités de se lier à une diversité de propositions du monde. Donc la réciproque du besoin d'attachement de l'enfant, c'est du besoin, c'est le besoin, l'obligation pour les parents, l'obligation parentale de prendre soin de leur enfant et de permettre cet attachement sécure. Donc la parentalité, plus que la mère d'ailleurs, le parent et la mère en tant que première figure, mais le père également, sont les caregivers de l'enfant. Ce sont les premières figures d'attachement et on peut s'interroger sur les pathologies vraiment sévères autour des écrans, s'il n'y a pas eu un défaut de possibilité de nouer ce lien originel. Si on reprend donc les conditions humaines au travail de la séparation, une séparation émancipante, une séparation d'autonomisation, une séparation normale et constructive, on a l'objet transitionnel, la permanence de l'objet, la maîtrise du manque. On a les 3 éléments qu'offrent effectivement les écrans. Donc, je rappelle que la fonction de l'attachement est une fonction adaptative, qui est à la fois une fonction donc de protection et d'exploration. Voilà, c'est parce qu'on est sécurisé qu'on peut explorer le monde et l'explorer ailleurs que dans les jeux vidéo. Il me reste 3 minutes.
Alors, comment transformer la réalité? C'était pour faire un jeu de mots avec le virtuel. Comment dire oui? Comment faire? Comment s'en débrouiller? Petits trucs et astuces. Des parents, des enfants, qui me racontent comment ils font. Alors, il y en a à prendre et en laisser. Ça n'est absolument pas adaptable ou généralisable. C'est des choses qui ont pu marcher de façon ajustée en fonction des problématiques de chacun. Mais ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes. Alors, on y va pour le tour d'horizon. Déjà, peut-être donner le modèle, redévelopper la culture du jeu. J'ai barré le livre qui fait fuir le portable. Alors ça marche quasiment pas. Hein. Prends plutôt un livre plutôt que ton écran. Alors si c'est un livre numérique. Voilà. Mais ça fonctionne pas trop. Par contre, effectivement, lire, avoir des temps pour aller lire, aller dans un parc lire, enfin, que les enfants voient leurs parents lire, là davantage, ou voient leurs parents faire des jeux, faire une belote, enfin voilà. Hop, donc on est quand même modèle dès la toute petite enfance. Une autre idée, surexposer à l'information. Ah, ils aiment les écrans, ils vont en avoir. Allez hop, on leur met des c'est pas sorciers sur le besoin de sommeil, on leur met des c'est pas sorciers sur les cours qui leur manquent puisqu'ils veulent pas aller à l'école, ils sont trop fatigués, ils s'endorment en cours ou ils ont des troubles de l'attention. Voilà, on les surexpose et on leur montre aussi les dangers, les méfaits. Enfin, à un moment donné, on utilise l'écran plus pour solliciter les métacognitions et leur donner à réfléchir. Pédagogie de la récompense. Alors ça, c'est quand même très 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 utilisé. C'est pas ce qui marche le mieux, mais bon, voilà, j'ai ça dans mon cabinet comme option. Voilà, donc qu'en dire. Je crois que on peut passer. Principe de réalité, principe de plaisir. En fait, on va essayer de négocier les choses avec l'enfant. On va avoir une gestion comptable, travail, loisir. Alors, tes résultats baissent, ton temps d'écran baisse. Tes résultats montent, ton temps d'écran augmente. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça marche aussi avec l'argent de poche pour pouvoir s'acheter des jeux ou autre chose. Hein, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on propose un salaire à l'enfant pour ses résultats scolaires. Après tout, nous, on va travailler, on a un salaire. Les enfants pourraient aller travailler juste pour leur avenir professionnel et parce qu'ils comprennent que c'est merveilleux d'aller à l'école, mais en fait, ils en sont pas là. Du coup, ça peut être effectivement extrêmement motivant. On est dans une forme de pédagogie de la carotte comme tout à l'heure, mais avec une répartition du temps de plaisir, du temps de loisir et du temps de travail. Si tu as travaillé suffisamment, tu peux également avoir du temps pour jouer. Et tout ça, ça se négocie, ça se contractualise. La planification, on planifie, on co-construit des règles. Évidemment, qui va s'agir de poser le nom et poser des limites. Alors, on va éviter avec un mégaphone de hurler stop, c'est fini, on hurle, etc. L'enfant a encore plus envie de se renfermer. Il va mettre un casque en fait, où il va mettre son jeu plus fort. Où il va s'enfermer dans sa chambre. Et du coup, une fois enfermé dans sa chambre, il peut jouer aux jeux qu'on souhaiterait moins avec lesquels il joue. Donc l'idée, ça va être donc de co-construire. On va répartir les temps dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Voilà. Enfin, on voit comment ça peut être géré. On introduit aussi des indisponibilités ou des impossibilités qui feront que tel jour, c'est justement pas possible parce que t'as karaté, quoi. Enfin voilà. Et puis on n'hésite pas à couper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, voilà, on peut castrer aussi. Hein. Filmer. Alors, ça va vous paraître étrange, mais filmer l'enfant en train de jouer, ça peut être révélateur. Alors, c'est fini, mais je continue quand même. Là, je suis hors cadre. Ou filmer la crise post-jeu. Voilà, filmer la crise post-jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants n'ont pas forcément la notion de comment ils sont quand ils jouent. Ni de l'état de colère dans lequel ils sont après. Et c'est intéressant parce que ça permet du coup de revisualiser dans l'après-coup, une fois la frustration passée, mais regarde, dans quel état ça t'a mis, pour qu'ils prennent conscience quand même de quel effet ça peut produire, quel impact que ça a sur leur psychisme. Donc ça permet vraiment d'accompagner la cessation de l'activité pour les fois d'après. Alors ne plus avoir, voilà. Alors ça peut être une philosophie de vie de la famille. Voilà, on n'a pas d'écran chez nous, et puis à un moment donné, ça sera chez les autres ou pas d'ailleurs. J'ai pas mal de familles qui fonctionnent sans rien. Voilà, moi-même chez moi il y a rien. Voilà. Bon, ça peut être l'évitement. Voilà, on aurait bien, mais on va éviter, on retarde. Voilà.
Et la sanction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les jeux vidéo, ils vont dans le coffre de la voiture et ils partent au boulot de papa. Parce qu'en fait, s'ils sont dans la maison, ils les retrouvent. Hein. Et s'ils coupent, c'est craqué. Voilà. Enfin, il y a toujours des moyens. En fait, ils cherchent. En fait, alors c'est intéressant. Hein. Ils jouent à cache-cache, les enfants, mais ils trouvent. Ils trouvent nécessairement. Et quand ils ont trouvé, ils montrent pas qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire qu'ils cachent qu'ils ont trouvé et ils sont super malins. On peut faire des pauses imposées pour tous. C'est-à-dire que voilà, on coupe la Wi-Fi. Voilà, on peut faire le Shabbat de la Wi-Fi. Hein. On fait le Shabbat pour tous. Donc c'est établi, c'est anticipable. Voilà, il y a plus. Ça fait du bien. D'ailleurs, les ondes, c'est pas très bon. Alors soit cas plus grave, soit simplement parce que c'est les vacances scolaires. Sevrage. Hop, c'est jour de rupture, on s'en va et dans la valise, on emmène qu'un maillot de bain. Mais on peut aussi décider d'une rupture. Enfin voilà, on part un week-end chez papy mamie et puis on n'emmène pas. Déjà ne serait-ce que pour voir l'effet que ça fait. C'est-à-dire que soit l'enfant s'en passe très bien et super, c'est rassurant, voilà. Soit il s'en passe pas du tout et il prend conscience de sa dépendance. Jouer ensemble ou jouer avec, voilà, rentrer en fait dans l'univers de l'enfant, le comprendre, partager, voir aussi avec quoi il joue, comment il joue, peut-être introduire d'autres jeux, en fait entre guillemets le surveiller, ou en tout cas le bienveiller, voilà, avoir cette bienveillance ça et comprendre, voilà, s'incliner aussi vers lui pour comprendre son univers, ce qu'on fera d'ailleurs aujourd'hui avec Benjamin. Proposer une alternative. Où je m'ennuie, mais je sais pas quoi faire. Alors oui, effectivement, les jeux c'est très simple, c'est facile, surtout quand c'est quand ça pollue la maison, qu'il y en a partout. Hop. On propose une alternative. Qu'est-ce que tu choisis? Alors si jamais on lui propose, tu veux un livre? Ah bah non. Tu vas aller jouer avec les Playmobil? Ah bah non. Écoute, moi je te propose, puisque tu t'ennuies, on va occuper ton temps. Soit tu travailles pour l'école, soit tu travailles pour la maison, et puis tu vas passer l'aspirateur. Je vous assure que d'un seul coup, ils adorent les poupées Barbie et ils adorent les jeux de construction. Valoriser ailleurs, responsabiliser. Voilà, donc proposer d'autres lieux que je vais décliner. L'animal de compagnie, une vraie vie. Ça peut vraiment créer un autre pôle d'attachement et d'autres responsabilités. L'ouverture à d'autres espaces de valorisation, ça va avec la stimulation, la réorientation de l'intérêt, la diversification des intérêts vers des activités de jeu, activités artistiques, aller au cinéma, enfin tout ça, Renaud a pu le dire, ça semble du bon sens, mais ça devient thérapeutique quand effectivement l'intérêt est exclusif ou envahissant. Et puis sinon, s'en débarrasser. Pas des écrans, des enfants. Non, c'est une plaisanterie, on peut pas. Trêve de plaisanterie. En fait, c'est ce que je finis par leur dire aux parents. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, vous pouvez pas faire autrement. Enfin, vous les avez faits, vous les avez fabriqués, ils sont là. Faut faire avec. Donc, parce que j'ai souvent des parents en situation de totale impuissance. Donc, on a l'enfant en puissance regonflée grâce aux jeux vidéo, et on a des parents qui sont complètement dépités et qui ne savent plus quoi faire et qui parlent de plus en plus d'internat. J'ai beaucoup de parents qui trouvent la solution dans la possibilité, non pas de l'envoyer sur la Lune, ni de l'attacher par les pieds. Peut-être qu'il est en train de jouer avec une Switch, avec ses mains. Non. Mais voilà. Hop, c'est fini.